Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. 28 dossiers sont inscrits au rôle de la première session de la Cour d'assises de la Cour d'appel de Cotonou, une session qui s'ouvre lundi prochain. Sébastien Germain-Javon, réélu à la tête du patronat béninois, l'Assemblée générale de renouvellement du bureau du CNP a eu lieu ce vendredi. Et puis, second tour de la primaire de la droite et du centre en France. C'est pour dimanche prochain. Nous reviendrons dans ce journal sur le contenu des programmes des deux candidats, François Fillon et Alain Juppé. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi au Palais de la Marina en présence du chef de l'État. On retient 4 grandes décisions à l'issue de cette rencontre, dont l'adoption du décret portant grâce présidentielle et l'identification des détenteurs de faux diplômes. Suivez un extrait du point de presse du ministre d'État, secrétaire de la présidence, Pascal-Irénée Koupaki. À l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance de notre pays, le président de la République, usant du droit de grâce que lui confère la Constitution en son article 60, accorde habituellement des mesures de grâce à certaines catégories bien définies de détenus. Le président de la République exerce ce droit dans les conditions définies par l'article 130 de la Constitution, qui dispose que le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au président de la République. 519 détenus ayant fait l'objet d'une condamnation définitive au cours de la période allant du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 sont concernés par cette mesure de grâce. Les 519 détenus représentent 8% de la population carcérale. Ces détenus pourront jouir d'une libération anticipée dès l'adoption du décret portant grâce présidentielle. Ce décret a été adopté ce jour. Accord de financement concessionnel signé avec l'Association internationale de développement. Le conseil d'administration de l'Association internationale de développement a approuvé le 23 juin 2016 l'octroi à notre pays d'un crédit d'un montant de 17 300 millions de francs CFA. Ce crédit est destiné au financement du projet d'appui à la gestion des investissements publics et de la gouvernance. L'accord de financement y afférent a été signé par le ministre des Finances le 7 octobre 2016. Le Conseil a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de financement signé entre le Bénin et l'AID. Identification des détenteurs de faux diplômes. Dans le cadre de la vérification de l'authenticité des diplômes obtenus à l'étranger et déposés par les requérants pour leur équivalence au Bénin, la direction de l'enseignement supérieur sollicite la certification des 10 diplômes par les structures censées les avoir délivrés. En réponse aux requêtes de cette direction, plusieurs de ces diplômes ont été déclarés faux par les structures saisies. 79 cas de faux diplômes ont été relevés. Cette situation est bien entendu préoccupante car des cas de contrefaçon de diplômes étrangers et même des contrefaçons des attestations d'authenticité et d'équivalence de diplômes se multiplient. Le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les poursuites judiciaires contre les faussaires identifiés. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales et le ministre de l'Économie et des Finances prendront les mesures idoines pour mettre fin à la jouissance des avantages que ces détenteurs de faux diplômes tirent de leur position administrative.
La première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2016 va s'ouvrir lundi prochain. C'est ce qu'il faut retenir du point de presse donné par le procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, Madoché Kilayossi. Plusieurs dossiers sont inscrits à cette session qui prendra fin le 20 décembre 2016. Je vous propose à présent de l'écouter. Sont inscrits au rôle de cette session 28 dossiers, dont 14 dossiers de crimes de sang. Dans cette catégorie, il y a l'assassinat, le meurtre, les coups mortels et j'en passe. 6 dossiers de viol, dont certains commis sur des mineurs. 6 dossiers de vol à main armée, communément appelé braquage. Un dossier de pratique de charlatanisme et un dossier économique. Ces dossiers mettent en cause 42 accusés, dont la plupart sont en détention provisoire. Certains comparaissant libres pour avoir été poursuivis sans mandat ou ayant fait l'objet en temps d'une mesure de liberté provisoire. Pour ces accusés, au demeurant présumés innocents, c'est la consécration du droit à un jugement, c'est-à-dire faire valoir ses moyens de défense en audience publique assisté d'un avocat. Pour les victimes et parents des victimes, c'est enfin l'heure de connaître la vérité qu'ils attendent légitimement pour tourner la page dans la mesure du possible. Il faut préciser qu'un numéro vert est ouvert au parquet général pour toute personne intéressée au dossier, aux audiences et confrontée à une difficulté. C'est le 21 30 10 28. Il rempile Sébastien Germain Adjavon, puisque c'est de lui il s'agit, est reconduit à la tête du patronat national du patronat du Bénin, CNP. C'est à l'issue de l'Assemblée générale de renouvellement du bureau de l'instance tenue ce vendredi. Elle a réuni dans un hôtel de Cotonou les chefs d'entreprise et plusieurs invités. Koné Aïssé, Damien Pedro. C'est par le bilan de la dernière mandature du Conseil national du patronat du Bénin CNP Bénin que les travaux de l'Assemblée générale élective ont commencé. Le bureau dirigé par Sébastien Germain Adjavon, malgré la crise économique et financière, a pendant son mandat de 2011 à 2016 œuvré pour la défense des intérêts des chefs d'entreprise, l'amélioration du climat des affaires et le développement du secteur privé. La tâche n'était pas facile, mais nous avons su évoluer en ayant toujours à l'esprit l'unité d'action du secteur privé. Nous ne saurions prétendre que tout a été fait. Nous aurions certainement pu mieux faire si le contexte l'avait favorisé. Mais nous restons engagés à poursuivre les efforts pour une meilleure visibilité de la contribution des entreprises dans la construction de l'économie béninoise. Face à ce bilan dont les axes prioritaires concourent à l'édification d'un secteur privé fort et crédible, les chefs d'entreprise et les membres des organes statutaires du CNP Bénin ont opté pour la continuité. Ainsi, au thème des élections, c'est la liste de Sébastien Germain Adjavon, administrateur général de Commune Kadiaf, unique liste en compétition qui a remporté avec 643 voix sur un total de 692 votants. Je terminerai ces mots en vous remerciant encore de la confiance que vous avez portée en ma personne, en me renouvelant votre soutien, malgré que le 28 octobre 2016, on a voulu me faire passer pour un grand criminel. Soyez-en remerciés. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de ses bénédictions. Le président réélu du CNP Bénin place son mandat sous le signe d'indépendance, de compétitivité et d'union dans l'action. Le CNP, au cours de ce mandat qui s'ouvre, va jouer son rôle de plaidoyer face au pouvoir public pour restaurer un climat des affaires apaisé. Inlassablement, nous nous battrons pour la compétitivité de nos entreprises. Nous dirons et redirons que nous exigeons une compétitivité équitable. Et ne l'oublions jamais, l'union fait la force. Ce nouveau bureau du CNP Bénin a un mandat de 5 ans qui prend fin en novembre 2021.
Au registre santé au Bénin, les maladies mentales sont souvent négligées. Plusieurs personnes qui sont affectées l'ignorent. Les malades mentaux les plus critiques sont souvent stigmatisés. Quelles sont les différentes formes de maladies mentales? Quelles en sont les causes et comment les prévenir? Suivez ce reportage de Fréjus Serroin. Les problèmes d'amour, d'affection, d'émotion, de déficience d'intelligence, de traumatisme ou encore génétique sont plusieurs facteurs qui expliquent la survenue des maladies mentales. Elles sont regroupées en deux. Donc il y a des maladies mentales que nous mettons dans des maladies qui affectent la personnalité même de l'individu. Il y a d'autres qui permettent à l'individu de venir demander de l'aide, c'est-à-dire que la personne même est consciente qu'elle est malade et vient solliciter de l'aide. Mais il y a d'autres par contre qui ne peuvent plus, ne se sentent plus de ce monde et qui vont créer leur propre monde. Ils vont éclater. C'est ceux-là, malheureusement, que les gens appellent les fous, d'accord? Et ceux-là, ils peuvent se déshabiller, ils peuvent commettre des meurtres, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Ceux-là, dans l'ancienne classification, on appelle les psychoses. Parce que des autres, c'était les névroses. Mais des signes permettent de soupçonner l'imminence de ces maladies chez une personne. Souvent, quand c'est bruyant, ça c'est des signes de troubles de comportement. D'accord? Il change, il devient nerveux. Ou alors, il s'isole, il est dans son coin, il ne vous adresse plus la parole. Ou même simplement, il refuse de manger avec vous. Plusieurs causes peuvent expliquer le déclenchement des maladies mentales. Les soucis, les frustrations, qui ne sont pas uniquement matériels, être affectives, etc. Et les soucis d'ordre matériel, par exemple le chômage, etc. Le fait aussi de dire non, mais sincèrement, ce monde-là, ça ne sert plus à rien. Je vais essayer, moi, d'enlever ces soucis. Et la maltraitance au niveau même de comment vous êtes accueilli dans un service, comment on vous a maltraité, comment on vous a dominé, tout ceci, ça peut vous amener vraiment à des extrêmes. Cependant, des moyens existent pour prévenir les troubles mentaux. Lorsqu'on a des problèmes, la première chose, il faut verbaliser. C'est déjà source de soulagement. Ça veut dire que chacun doit avoir un confident à qui parler de quelque chose qui est profondément en lui. Ça permet de se dégager et ça va limiter les dégâts en ce sens. Mais lorsqu'on ne prend pas cette disposition, on garde tout pour soi un jour, comme la bouteille dans laquelle se trouve l'eau chaude enfermée, ça va s'éclater. Pour prévenir ces maladies, il faut travailler sur l'homme, depuis avant la naissance jusqu'à la fin. Il faut s'en occuper et puis, je crois qu'il faut travailler sur les institutions, c'est-à-dire la famille, qui est comme une institution. On forme une famille pour que ce soit un lieu d'amour, d'échange et de protection. La question de l'état de la prise en charge des malades mentaux, elle reste une préoccupation essentielle. Et au Bénin, et malgré nos efforts, elle est embryonnaire. Parce que vous comptez pour l'État, la prise en charge de l'État, c'est peut-être au niveau du CNHU et un peu de ce qui était l'hôpital Jaco, où beaucoup d'efforts ont été faits. Et il y a Paraco, mais c'est les grandes villes, ça. Et dans les autres villes, il y a qui? La maladie mentale, ça doit être du volet vraiment social. Quand les gens arrivent là, vous allez trouver qu'ils n'ont vraiment pas les moyens de se donner, vraiment de se prendre en charge. L'État devrait accompagner. L'accompagnement que l'État fait, vraiment, on ne voit pas trop. Outre ces aspects, il faudra aussi désormais promouvoir la santé mentale au sein des écoles. Au Nigeria, Amnesty International accuse les forces de sécurité nigérianes d'avoir tué au moins 150 militants indépendantistes pro-Biafra et d'en avoir blessé des centaines d'autres durant des manifestations pacifiques dans un rapport publié ce jeudi. Il s'agit de militants réclamant l'indépendance du Biafra dans le sud-ouest du Nigeria où vivent majoritairement les Igbo, un des 3 groupes majoritaires au Nigeria. Ces accusations ont été aussitôt démenties par l'armée. Suivons ici le porte-parole de la police de l'État du Delta. Je confirme que 2 policiers ont été tués, morts à la suite de blessures fatales. 2 ont été blessés et sont traités dans le centre médical fédéral. Par ailleurs, 4 natifs du Biafra ont été tués dans les affrontements
entre nos hommes et les militaires et 8 d'entre eux ont été arrêtés. Nous confirmons également qu'une femme enceinte a été blessée par une balle perdue. Elle est également traitée en ce moment au centre médical fédéral. Elle va mieux. En Côte d'Ivoire, le golf, ce sport dit des riches, est désormais entré dans un processus de démocratisation. Un projet ivoirien vise à scolariser 1000 enfants défavorisés en passant par le prestigieux président Golf Club de Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, habituellement réservée à une élite. Écoutons à présent les responsables en charge de ce projet et une aspirante au golf. Et quand on a touché, on termine jusqu'ici. Ça va ça? On va essayer? Allez, on va essayer encore une fois. Oui, alors où est-ce que tu as caché ça? Bien ça. Être membre dans un club, ça coûte relativement cher. Nous autres, nous avons voulu prendre le chemin inverse. C'est-à-dire de dire comment peut-on faire pour démocratiser ce sport-là. Donc c'est d'une part par la recherche de partenaires commerciaux qui grâce à notre activité vont mettre de l'argent pour pouvoir faire leur promotion publicitaire, c'est un des vecteurs, mais c'est surtout par des donateurs. L'idée de M. Francis, c'est de sortir les enfants de la pauvreté. C'est de faire en toute sorte que le golf, disons que c'est un sport qui est cher, qui n'est pas accessible aux enfants des pauvres, c'est de donner la chance à tous les enfants de Côte d'Ivoire, quel que soit son rang social. Et c'est l'idée qu'il a. Et vraiment, on va tout faire pour l'accompagner dans son idée. Je joue au golf parce que je veux être plus tard comme les autres, la meilleure et atteindre mon objectif. Je veux être aussi la meilleure pour travailler à la Banque mondiale. À la Banque mondiale, j'aime leur travail parce que là-bas, il y a de l'argent. Plus tard, je veux être une grande dame. Pour moi, le but, c'est d'abord de donner la possibilité pour tout le monde à jouer et créer un sport-études. Aussi donner la possibilité de voyager et voir autre chose, pas rester que chez eux. S'il vient ici pour pratiquer le golf, c'est aussi pour fréquenter les autres, pour essayer d'avoir un contact avec les autres enfants et aussi avec des adultes. C'est très important qu'on respecte aussi les autres quand on joue, parce que le jeu de golf, c'est un peu comme la vie. Il y a 500 000 Suédois qui jouent sur une population de même pas 10 millions. Alors c'est tout à fait possible ici aussi, parce que je trouve que, comme vous savez, les Yaya Touré, les Drogba, tout ça, c'est possible pour tout le monde à jouer. Comment vous l'avez fait sortir, parce que vous avez donné accès et possibilité pour eux à se former. Mais ces enfants ont toute la possibilité, c'est ça que je vais les donner. En France, les deux candidats à la primaire de la droite étaient face à face ce jeudi soir pour leur ultime débat qui vise à présenter leur projet aux électeurs, de la suppression de centaines de milliers de fonctionnaires à la politique étrangère en passant par la fiscalité ou le mariage gay. Zoom sur les programmes des deux candidats à la primaire. Pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle, les électeurs de la droite et du centre ont le choix dimanche entre François Fillon et Alain Juppé. Alors qu'est-ce qui différencie leur programme? La question des fonctionnaires pour commencer. Suppression de 500 000 postes, promet François Fillon, quand Alain Juppé estime entre 200 et 300 000 les coupes nécessaires dans la fonction publique. La TVA est en hausse dans les deux programmes, plus 1 point pour Alain Juppé et plus 2 pour François Fillon. Sur le temps de travail, c'est la fin des 35 heures dans les deux cas. Alain Juppé propose de revenir à 39 heures, sauf accord au sein de l'entreprise. Pour François Fillon, la durée hebdomadaire de travail sera négociable au niveau de chaque entreprise, dans la limite de 48 heures. En matière de diplomatie, c'est sur la Syrie que les divergences de vues sont les plus importantes. Pour François Fillon, qui ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine, un dialogue avec Bachar al-Assad n'est pas exclu. Quant à Alain Juppé, se montre plus méfiant vis-à-vis de Moscou et clairement pour le départ de Bachar al-Assad. Sur les questions de société, c'est notamment sur le mariage gay que les programmes divergent. Maintien de la loi Taubira, annonce Alain Juppé, quand François Fillon parle de la réécrire, notamment sur le point de l'adoption pour les couples homosexuels. Reste un certain nombre de points communs. Dans les deux cas, austérité et contrôle de l'immigration sont au programme.
François Fillon, tenant de l'austérité, est favori pour le deuxième tour de la primaire de la droite et du centre prévu pour ce dimanche. Il promet l'austérité économique et il est déjà tassé d'un conservatisme effréné. François Fillon, longtemps discret, peut enfin espérer jouer le tout premier rôle après sa nette victoire au premier tour de la primaire de la droite face à Alain Juppé. Nicolas Sarkozy l'avait traité de simple collaborateur. C'est pourtant bien son ancien Premier ministre, 62 ans, qui est le grand favori de la primaire de droite, fort de ses 44% des voix au premier tour. Et même s'il est féru de course automobile, François Fillon n'est pas du genre à s'enflammer. Je demande à tous et à toutes une mobilisation sans faille. Personne ne doit avoir la grosse tête. Personne ne doit penser que la victoire est sur les rails. Plusieurs fois ministre avant d'accéder à Matignon en 2007, il est pourtant resté longtemps dans l'ombre d'un Philippe Séguin ou d'un Nicolas Sarkozy, mais il s'est émancipé. Pour la présidentielle, il a décidé de frapper fort en promettant un programme économique qu'il qualifie lui-même de radical. Si on ne peut rien faire pour éviter la faillite, alors mieux vaut rester chez soi. Au menu, suppression de 500 000 fonctionnaires, 100 milliards d'euros d'économie, la fin des 35 heures, la hausse de la TVA ou encore le recul de l'âge de la retraite. François a un projet extrêmement réformateur et pas conservateur comme j'ai pu le lire ici ou là, très réformateur. C'est ce dont le pays a besoin, il a besoin de réformes profondes. Pour son rival Alain Juppé, c'est un programme brutal et largement inapplicable. François Fillon, catholique assumé, père de 5 enfants, est également hostile à l'adoption par les couples de même sexe et à l'avortement, même s'il assure qu'il ne remettra pas en cause la loi Veil. Ses positions lui assurent le vote catholique et le soutien d'une partie de l'extrême droite, mais lui valent aussi les foudres de la gauche et du maire de Bordeaux, qui se veut plus centriste. Sa proximité avec le leader russe Vladimir Poutine lui vaut aussi des critiques virulentes. Mais après une longue campagne de terrain, François Fillon est finalement parvenu à donner une image à la fois sérieuse et combative, une sorte de compromis entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Fillon a un discours plutôt clair, synthétique, précis. Il n'y a aucun compromis, aucun superflu. Il a fait une campagne magnifique. Il a fait ni bling-bling, ni non-dit. Et cette fois, il compte bien prendre définitivement sa revanche dimanche lors du second tour. Et puis, après 40 ans de politique, Alain Juppé croit encore en ses chances d'être élu président de la République française. Les sondages le donnaient favori, mais c'est François Fillon qui est arrivé largement en tête du premier tour de la primaire de la droite. Après avoir tout connu en politique, les ministères, Matignon, les affaires, la traversée du désert, l'ancien Premier ministre, soit 11 ans, joue sa dernière carte dimanche pour le second tour. J'ai décidé de continuer le combat. En se présentant à la primaire de droite, il ne s'attendait sans doute pas à devoir prononcer ces mots. Devancé de près de 16 points par François Fillon au premier tour, Alain Juppé est passé du statut de grand favori à celui de challenger. Pourtant, en 40 ans de carrière politique, à part l'Élysée, il a quasiment tout connu, chef de parti, maire de Bordeaux, plusieurs fois ministre et même Premier ministre. Je trouve qu'Alain Juppé incarne l'autorité de l'État, il a l'expérience comme il était Premier ministre de Jacques Chirac de 1995 à 1997. De plus, il y a des propositions fortes pour relancer l'économie. Vieux briscard du gaullisme, fils spirituel de Jacques Chirac, Alain Juppé, brillant énarque et normalien, a aussi subi des revers. En 1995, alors qu'il est chef de gouvernement, il doit renoncer à la réforme des retraites après un long conflit social. Sourd aux pressions de la rue pendant des semaines, il donne alors l'image d'un homme froid et distant, voire arrogant. L'expression droit dans ses bottes s'applique bien, quoi. Voilà, mais il faut des hommes comme ça aussi dans la vie politique. C'est pas toujours facile. À la tête du RPR pendant près de 10 ans, son passé le rattrape en 1999 avec sa mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. En 2004, il est condamné à de la prison avec sursis et à 1 an d'inéligibilité. C'est alors la traversée du désert pour celui qui a toujours cru en sa brillante destinée. Alors qu'il est donné pour mort politiquement, il est réélu à Bordeaux en 2006. Il s'attache alors à adoucir son image, mais il est bien décidé à foncer. Attention, j'ai plus de frappe. Revenu au gouvernement en 2010, son passage au ministère de la Défense et aux Affaires étrangères lui confère une image d'homme d'État. Une image savamment cultivée pendant la campagne de la primaire. Son caractère posé, son programme se voulant un peu plus centriste que ses rivaux, il pensait créer un consensus sur son nom.
Mais du coup, il n'a pas suscité l'enthousiasme des électeurs de droite. Alain Juppé n'a désormais d'autre choix que de descendre dans l'arène et de pilonner son adversaire. À 71 ans, il joue sa dernière carte. Et puis en Amérique, le président élu Donald Trump a reconnu que la campagne présidentielle avait été longue et douloureuse, créant des tensions qui ne s'apaiseront pas en un jour, mais a appelé les États-Unis à un pays uni à l'approche de la traditionnelle fête de Thanksgiving. Les discussions politiques risquent d'être vives quand les familles américaines vont se réunir jeudi pour la première fois depuis l'élection surprise de Donald Trump à la Maison-Blanche. It's my prayer that on this Thanksgiving, we begin to heal our divisions and move forward as one country, strengthened by shared purpose and very common resolve. We've just finished a long and bruising political campaign. Emotions are raw and tensions just don't heal overnight. It doesn't go quickly, Les émotions sont à vif but we et les have before tensions ne us the s'apaiseront chance pas now to en make un jour. history together, Cela ne to bring s'effacera real pas change vite to Washington, malheureusement, real mais safety to our cities, nous avons and real la chance prosperity d'écrire to une our page de communities, l'histoire ensemble. Mais pour y arriver, nous devons obtenir les efforts de la nation tout entière. Cette campagne politique historique est désormais terminée. C'est maintenant une campagne nationale qui commence pour reconstruire notre pays et rétablir la grande promesse de l'Amérique pour tout le peuple. Je vous demande de me rejoindre dans cet effort. Il est temps de restaurer les liens de confiance entre les citoyens. Parce que quand l'Amérique est unie, il n'y a rien qui soit hors de notre portée. Absolument rien. Because when America is unified, there is nothing beyond our reach, and I mean absolutely nothing. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention.